On peut peut-être passer au deuxième texte. Voilà, je vous ai déjà un peu expliqué pourquoi je l'avais choisi et vous avez aussi apporté déjà un élément de réponse tout à l'heure. Allez-y. Alors Giordano Bruno, moi ça me touche parce que je sais bien qu'il a été, là je lis qu'il a été brûlé vif le 17 février 1500 à Rome. Pour moi c'est l'exemple même du libre penseur et personnellement je me définirais assez bien comme un libre penseur. Et sans prétention, c'est simplement penser librement en dehors de toute idéologie et de toute famille imposée. Donc voilà, oser, là encore, oser avoir la naïveté de reprendre tout à zéro pour son propre compte. Donc il faut être naïf. Un créateur c'est un naïf, mais pas si naïf que ça. Il n'est pas raisonnable de croire qu'une quelconque partie du monde soit dépourvue de vie animique, de sensations et de structure organique. À contempler ce tout infini, plein de beauté et de splendeur, ces vastes mondes qui tournent autour de nous jusqu'à l'étincelante poussière des étoiles lointaines, la conclusion s'impose qu'il existe une infinité de créatures, une vaste multitude qui, chacun à son niveau, miroite la splendeur, la sagesse et la perfection de la beauté divine. Moi, je trouve formidable qu'on finisse par ça, parce que c'est absolument ma conviction. En ce moment, je relis dans des vieux livres que j'achète sur eBay, des livres du XVIIIe siècle, exprès dans des vieux livres, je relis les sages antiques. Par exemple, la vie des sages antiques de Diogène Laërce, qui raconte plein d'anecdotes sur les philosophes, vous savez, grecs, etc. Et pourquoi ? Parce que ces gens étaient absolument convaincus, même s'ils avaient une philosophie athée, convaincus qu'il y a un esprit dans la nature. Autrement dit, qu'il y a une espèce d'intelligence, alors qui n'est pas une intelligence qui a une barbe, des yeux et un nez, comme le Jupiter ou le Théos Pantocrator des Grecs et le dieu du christianisme qui se veut personnel, mais qui est une intelligence invisible qui anime les choses et qui donne à la nature. Hier, je suis allé voir l'exposition Hokusai au Grand Palais. Je n'ai vu qu'une seule chose parce qu'il y avait trop de monde, mais sur un petit carnet, vous savez, c'est des carnets de dessin où il fait, pour les dessinateurs, donc pour sa profession, il fait des sketchs pour leur donner des modèles de tous les types de sujets qu'un dessinateur peut aborder. Et là, c'était juste des arbres pendant l'hiver. Rien n'est plus difficile à dessiner qu'un arbre sans feuilles. Et c'était admirable. Sur une toute petite page, format A5, il y avait 5 ou 6 arbres d'une vérité, etc. Et alors, on lit à la fin cette phrase, vous savez, qui dit qu'il s'est aperçu dans sa vieillesse, il est mort à 89 ans, il s'est aperçu dans sa vieillesse que tout ce qu'il avait fait avant 70 ans ne méritait pas d'être gardé parce que ce n'était pas encore complètement vivant, il n'avait pas tout compris de la nature. Mais il dit à l'âge de 80 ans, il a commencé à comprendre tout ce qui animait aussi bien les roches que la vie, les plantes, les êtres humains, la société, le mouvement de l'eau ou de la fumée dans le ciel, ce qui est extrêmement difficile à dessiner, les vagues qu'il stylise admirablement, beaucoup mieux que les peintres français comme Courbet par exemple, qui mettaient juste une espèce de choucroute posée comme ça sur la mer et ça ne fait pas une vague. Et donc il avait tout compris du mouvement de la vie, mais compris par le dessin, par la spirale, par la courbe et donc par l'œil et la main. Et alors il disait qu'il aimerait vivre 150 ans parce qu'à ce moment-là, il pourrait vraiment faire une œuvre. Il aura atteint la maturité pour... Et alors il est mort le pauvre seulement à 89 ans, mais il a dessiné jusqu'au bout pratiquement. Vous savez, il était capable de peindre un pigeon sur un grain de riz avec un poil de sa moustache. Ok. Alors là, vous pouvez me rendre J'ai d'autres petites questions des citations. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez dit cette citation, mais dans mes recherches, je l'ai noté. Les artistes d'art brut se moquent de l'argent puisqu'ils sont les riches. Alors, c'est sans doute une allusion à quelqu'un de merveilleux qui vient souvent ici, c'est Jaber. Jaber est un artiste tunisien de rue, qui a maintenant plus de 70 ans, et dans un petit film que j'ai fait avec un réalisateur américain qui s'appelle Alan Govenard, on l'interviewait de nuit, assise dans un escalier, un jour d'hiver, c'était donc tout à fait à la sauvage, à l'arrache, et il dit à un moment donné, moi je m'en fous l'argent, je suis né riche. Et c'est vrai qu'il vit au jour le jour, il vend ses dessins, une bouchée de pain, mais comme il crée tous les jours, eh bien, au fond, c'est un peu comme s'il faisait de la fausse monnaie. Il est capable de faire du petit argent tous les jours et ça lui suffit. Et quand il a en trop, il envoie au village. Et en Tunisie, il envoie de l'argent à des dizaines et des dizaines de personnes de sa famille. Donc c'est ça, la richesse, c'est la richesse intérieure. Et Chaumont, que j'ai beaucoup défendu et connu, avait mis à l'entrée de son domaine, dans son écriture phonétique, « Je suis riche de pauvreté, ils sont pauvres de richesse ».
Alors, les artistes n'existent pas, ce sont les historiens et les critiques d'art qui les créent. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase? Cette phrase me paraît aussi tordue que toute l'idéologie de l'art conceptuel. Malheureusement, les vrais artistes, comme je disais tout à l'heure, plutôt les vrais créateurs, ils ne demanderaient souvent qu'une seule chose, c'est d'être normaux. Parce que c'est contrairement à ce que pensent les gens qui ne le sont pas, c'est pas du tout un cadeau d'être un créateur, parce que c'est une espèce de croix à porter et on ne peut pas échapper à sa nature. Donc finalement, c'est complètement une vue de l'esprit de quelqu'un qui n'a rien compris à ce que c'est qu'un créateur parce qu'il ne l'est pas. Donc pour moi, c'est une phrase sans intérêt et sans objet surtout. Être un artiste, créateur, ce n'est pas un choix, c'est une nature. Alors ça, c'est sûrement quelque chose que je dis et Vous avez... oui, voilà, très souvent, oui. Mais oui, je le constate de fait. Explorer cette notion de nature. Ben, si vous voulez, par exemple, j'ai un ami qui est un grand dessinateur, c'est Jean-Luc Giraud, et il déteste comme Dubuffet la notion de génie. Il dit pas du tout. Moi, Dubuffet disait j'ai une manie. Et mon ami, effectivement, depuis que je le connais, c'est-à-dire plus de 40 ans, je l'ai jamais vu. Par exemple au restaurant, ne pas, machinalement il est gaucher, dessiner sur la nappe quelque chose tout en parlant par exemple. Donc c'est effectivement une manie. C'est comme, moi il m'est jamais arrivé de me promener sans avoir dans la poche un papier sur lequel à n'importe quel moment je peux noter une phrase qui me vient, ou etc. Ou même à mon réveil, les phrases de réveil par exemple, etc. Alors quelquefois les gens s'étonnent qu'on fasse ça, ils disent tiens tu fais ça, et moi je m'étonne que tout le monde ne le fasse pas. Ça veut dire qu'on n'est pas conscient d'avoir cette manie, tellement elle fait partie de nous. C'est une façon de respirer, si vous voulez. Donc c'est ça que j'appelle une nature. C'est qu'on est comme ça. On ne sait pas d'où ça vient. Le vrai problème que ça pose, c'est le problème du don. Toutes les sociétés traditionnelles et toutes les philosophies traditionnelles, jusqu'à la révolution industrielle, où là il y a une rupture, ont évidemment trouvé comme une évidence que si on prend tous les bébés qui naissent, tous les enfants, ils ne sont pas pareils et qu'il y en a qui ont des aptitudes visibles et d'autres pas. J'ai une petite fille, par exemple, qui a 1 an et demi, qui est exceptionnellement visuelle. Ça se remarque de façon spectaculaire. Elle vous scanne avec ses 2 yeux, et puis vraiment, elle a une mémoire visuelle extraordinaire. Donc on le voit déjà à 1 an et demi. Donc ces aptitudes, ces penchants, ces frames of mind, comme dit un grand psychologue américain qui s'appelle Howard Gardner, la structuration de l'esprit, ce sont des grandes familles qui nous définissent les uns les autres. Et chez les créateurs, eh bien, cette tendance est très marquée. Ma fille musicienne, par exemple, elle est née comme ça, moi je ne suis pas du tout musicien. Son esprit se nourrit de musique, de son, il est formaté, si je puis dire, dans cette direction. C'est une forme d'intelligence particulière, c'est une forme de rapport au monde. De la même façon, les artistes visuels sont des gens qui ont une forme d'intelligence particulière, et c'est pourquoi ces gens-là souvent souffrent à l'école. Parce que moi qui étais prof de lycée, je sais très bien que quantité d'enfants et d'adolescents souffrent parce qu'ils ne sont pas formatés pour le langage et les mathématiques. C'est-à-dire 2 formes d'intelligence qui sont surévaluées dans la société parce qu'elles sont rentables, c'est-à-dire la maîtrise du langage, c'est la politique, et la maîtrise des facultés analytiques et logico-mathématiques, c'est tout ce qui est le commerce, etc. Donc ce sont des facultés très surévaluées parce qu'elles rapportent de l'argent, si je puis dire. Mais tous les gens qui sont des rêveurs, qui sont des esprits pratiques, qui sont des formes d'intelligence, l'intelligence du danseur, l'intelligence de l'architecte, de l'espace, de la mémoire des situations qui va faire un grand scénariste ou un grand cinéaste, etc. Tout ça, c'est pas tenu en compte à l'école. Et donc les gens qui ont une forme d'intelligence très marquée dans autre chose que les critères scolaires sont très malheureux à l'école et souvent une scolarité catastrophique. C'est assez troublant que vous ayez évoqué l'école, parce que c'est la question que j'allais vous poser là maintenant. Justement, voilà, ces gens qui ont cette nature-là, est-ce que justement il y a des filières qui permettent de le développer, ou au contraire c'est étouffé par la manière dont on enseigne, je dirais la manière un peu officielle, quoi. Alors ça dépend évidemment où, dans quelles écoles et dans quel pays, à quelle époque. Mais dans l'époque actuelle, ce qui est absolument désolant, c'est qu'autrefois, ma génération, par exemple, un gamin qui était en classe, ce qu'on appelle en France la classe de 3e, avant d'aller au lycée, si on s'apercevait qu'il n'était pas bon en maths, etc., mais qu'il dessinait tout le temps, par exemple, on lui disait « fais les beaux-arts ». Et on commençait à entrer aux beaux-arts en fin de 3e. Aujourd'hui, on vous demande, je dis en caricaturant, on vous demande pratiquement une agrégation de botanique pour être jardinier et ramasser les feuilles. Et on est en train de transformer les écoles d'art en lieu de discours et d'écriture.
où on va leur demander, comme les universitaires, de faire un rapport ou un mémoire de 100 pages, 200 pages, etc. C'est une aberration, puisque justement, ce qui qualifie la filière artistique, c'est de ne pas être justement cette filière linguistico-mathématique, si on peut dire. Et donc c'est terrible, parce qu'on a l'impression qu'il y a une hégémonie actuellement des critères dominants de l'école dans tous les domaines. Et ça va faire une catastrophe. Entre autres, dans les écoles d'art, maintenant, on trouve, et là j'aurai des anecdotes amusantes à raconter, on trouve de formidables autodidactes de l'art en 2e ou 3e année de beaux-arts. Parce que comme ils n'apprennent plus rien sur le plan des savoirs, s'ils ont animé par exemple du besoin de faire du dessin, comme je pense à un exemple précis que j'ai vu, eh ben, ils vont dessiner clandestinement ou en marge de l'enseignement de l'art et en ayant une sorte de culpabilité de se livrer au dessin dans une école d'art, ce qui est quand même hilarant. Donc c'est une double croix à porter alors. Absolument. Qu'est-ce que vous pensez des... Bon, ça s'écarte peut-être un petit peu du sujet, mais j'ai quand même envie de poser la question. Qu'est-ce que vous pensez des pédagogies alternatives? Est-ce que vous vous êtes intéressé à ça? Freinet, Steiner, Montessori voilà, j'aurais a priori de la sympathie pour ces pédagogies, mais je les connais mal, je ne les ai pas pratiquées, je ne connais pas de gens qui sont passés par ces écoles. Et moi, j'ai enseigné dans les écoles publiques, dans ce qu'elles ont de plus terrible et en même temps de plus ouverte à tout le monde. Parce qu'il y a malgré tout de même un petit élitisme de l'école spéciale. Voilà, il y a quand même, il y a une espèce de... Bon, alors, donc moi, j'étais enseignant pour le tout venant, et ça, je ne le regrette pas, si vous voulez. C'est peut-être mais j'aurais plutôt de la sympathie pour toute la recherche. Et je dirais qu'actuellement, on sauvera, à mon avis, le monde scolaire en créant des multiplicités de petites écoles, à condition que l'État se borne à un rôle de contrôle. Qu'on ne fasse pas des écoles, par exemple, qui seraient carrément perverses ou qui développeraient une forme de violence, etc. Mais ça ne devrait pas être le rôle de l'école le rôle de l'État de définir le contenu des écoles. Et plus il y aura des systèmes d'éducation diversifiés, plus on peut penser que les individus, dans leur diversité, trouveront l'endroit où ils seront le moins mal. C'est un petit peu être dans la biodiversité plutôt que dans la monoculture. Quoi. Ah, tout à fait, c'est ce que je pense. J'ai fait une vidéo là-dessus sur Internet qui s'appelle « Refonder l'école, oui mais comment ?», où je développe justement cette idée que les aptitudes humaines, au départ, des enfants étant variées, Howard Gardner définit carrément 8 familles d'intelligence basiques. Alors, ce 8 ne veut peut-être pas dire grand-chose, quoique c'est très étayé, sa théorie. Les aptitudes étant variées, évidemment, il faudrait des filières variées. Or, ce n'est pas le cas, puisque, je prends juste un exemple, par exemple, énormément de garçons de milieux pas faciles, etc., sont très remuants et, entre autres, s'expriment énormément dans le sport. Quand ils arrivent en ce que la France appelle le CM2, la fin du primaire, il n'y a pas de vraie filière de sport qui leur permettrait, en mettant l'accent là-dessus dès la 6e, de récupérer l'enseignement général en marge de cette activité principale qui est leur dominante, ou en tout cas leur moyen d'expression. Donc des choses simples comme ça. Et s'il y avait davantage d'écoles diversifiées ayant chacune des objectifs différents, évidemment, ce serait pour moi beaucoup mieux. Vous avez enseigné pendant combien de temps? 37 ans. 30 ans au lycée de Nanterre, qui était un lycée qui a été longtemps un lycée ZEP, c'est-à-dire zone considérée comme difficile, quoi. Et c'est en partie un choix. Ou plutôt mon choix était de ne pas essayer d'y échapper. J'avais été nommé là et j'y suis resté avec plaisir. Et je suis parti 4 ans avant ma retraite parce que ça devenait presque impossible d'enseigner. Ça ne tient pas à ce que vous le mettiez spécialement. Non, ok, ça va, il n'y a pas de souci. Ouais. Très bien. J'ai envie de vous faire lire une citation d'un artiste dont je n'ai pas retrouvé le nom. Mais c'est une citation que j'ai entendue de l'exposition qui a lieu pour l'instant à la Maison Rouge, sur la collection Bruno de Charme. D'accord. De nouveau dans mes recherches, voilà, c'est ici. C'est ça ici. Ici, ce texte qui est là. C'est l'artiste qui dit ça. D'accord. Et cette phrase est et vous ne vous rappelez pas le nom de... Non. Je ne me rappelle pas le nom d'artiste. Alors, je veux faire quelque chose de bien pour le monde. Je vous emmène tous avec moi en voyage. Au fait, je suis quelqu'un de bien. Parfois, je suis un peu strict. Je veux vous donner à tous 20 points. Vous les avez bien mérités. Toi aussi. Citation d'un artiste. Alors là, hors contexte, je ne sais pas trop quoi en penser. Ça n'évoque pas... Non, ça n'évoque pas pour moi quelqu'un de particulier. Je vois qu'il y a une sorte de générosité dans ce point de vue, puisque ça a l'air de dire qu'on met la meilleure note à tout le monde, si je comprends bien. Et ça me plaît beaucoup.
Ça, vous les avez bien mérités. C'est généreux, C'est pour ça que je l'avais choisi, je trouvais qu'il y avait une générosité Oui. dans Alors, la phrase. alors ça me permet de dire, c'est un peu en marge de votre question, mais quand j'ai parlé tout à l'heure du gauchisme de Dubuffet, qui a été aussi celui de ma génération de mai 68, c'était de croire, du coup, par réaction contre la culture antérieure très répressive, de croire que tout le monde était créateur. Et mon expérience d'enseignant, pendant presque 40 ans, à des milliers de jeunes, m'a prouvé par les faits, par l'expérience de terrain, tout le monde n'a pas un monde créatif formidable en lui. En revanche, ça n'est qu'une minorité. C'est vraiment qu'une petite minorité. Les créateurs sont en fait une minorité. Mais on ne peut jamais dire de quelqu'un, avant l'article de la mort, qu'il ne fera pas quelque chose et qu'il n'a pas quelque chose en lui. Tant que quelqu'un est vivant, je ne dirai jamais, il n'est pas capable. Je connais des exemples extraordinaires. Dans l'Art brut, il y a Bill Traylor, qui a quand même créé des milliers de dessins à l'âge de 84 ou 85 ans, quand toute sa famille, ses enfants, ses petits-enfants étaient morts et qui n'avaient plus que le dessin pour témoigner de toute cette mémoire et de cette mélancolie terrible qu'il habitait. Et vous avez aussi, par exemple, la mère de Jean-Luc Giraud, qui a fait des merveilles de petites broderies, une centaine, au moment où agonisait son mari, et qui a fait ça pendant une période restreinte de sa vie, tout à fait à la fin. Et donc elle portait ça en elle, et curieusement, ce don artistique ou cette sensibilité artistique, elle l'avait transmise à son fils, qui est devenu, lui, un artiste professionnel. Mais elle l'avait en elle, et ça, on voit souvent cet exemple d'un fils ou une fille qui devient un artiste, et dont le père ou la mère se révèle artiste ensuite. Et ça me touche beaucoup. Mais tout le monde n'est pas créateur. Alors, on peut aussi, de ce point de vue-là, on ne peut pas mettre 20 à tout le monde sur ce plan-là, mais c'est très généreux de le supposer. Voilà, j'avais envie d'éviter des questions et de vous faire réagir sur, voilà, même si vous partez dans une direction, ça fait partie du jeu. Voilà. Alors, tout à l'heure, vous avez cité Michel Thévaux, pardon. Michel Thévaux. Que j'ai vu aussi dans cette recherche, j'ai vu. Vous le connaissez? Oui, bien sûr, très bien. Et il a quand il parle, quand il explique, il est toujours vivant, je pense. Oui, il a 10 ans. Une énergie, oui. Ça. Oui, et alors, il a une manière de parler qui est extrêmement érudite. Oui. Et il a une énergie, il a aussi l'air d'être très sûr de lui dans ce qu'il dit. Comment, vous pouvez m'en dire quelques mots Michel Thévaux a été pendant longtemps le gardien du temple de l'art brut, parce que Dubuffet voulait maintenir l'art brut quand même en dehors du marché. Ce qui fait dire aux ennemis de Dubuffet, à ceux qui ne l'aiment pas, ceux que Dubuffet agace, qu'il était hypocrite, puisque lui-même vendait très cher ses œuvres et était un artiste professionnel reconnu en Amérique, etc. Mais ils ont tout à fait tort, parce qu'il n'y a aucune contradiction entre les deux. Lui était effectivement un artiste savant, ayant aussi des frais énormes, par exemple dans toutes les architectures qu'il a construites et tout ça, ça n'a rien à voir. Mais il savait que ces gens qui créent spontanément sans se dire des artistes, par exemple le facteur Launay, il avait peur en effet que d'entrer trop dans ce monde du commerce de l'art, ça les change, ça leur fait perdre, ou ça les entraîne surtout dans des voies où ils perdraient ce qu'ils avaient justement de plus personnel. Et donc, d'une certaine façon, il avait raison de vouloir maintenir une espèce de ghetto qu'on lui reproche aujourd'hui. Et Michel Thévaux était un peu le gardien du temple, théorique, assez ferme, etc., de ce temple-là pendant très longtemps. Et puis après, en 2000, je ne veux pas dire de bêtises, peut-être 2006, il a été remplacé par Lucienne Perry, qui elle-même est remplacée par Sarah Lombardi. Et donc, il y a des générations qui se succèdent. Mais Thévaux a été pendant très longtemps le gardien de la pensée très stricte, très orthodoxe de l'art brut. Et il fallait bien que quelqu'un assume ce rôle, je pense. C'était nécessaire. Et c'est lui qui avait un problème avec le mot imagination ? Oui, parce qu'il a écrit un texte, alors je l'ai chez moi, mais je ne me rappelle pas dans un catalogue, il a écrit un texte justement très provocateur, comme il aime bien faire, en disant justement que rien n'est pire que ce qu'on appelle l'imagination. Il dit que c'est en gros comme l'intérieur d'un grenier ou d'un brocanteur, c'est-à-dire c'est un fourre-tout de n'importe quoi, de résidus de culture, parfois la plus basse expression, mais c'est avec ce matériel de rêve que se fait la création, c'est-à-dire au fond avec des détritus de la mémoire. Voilà. Alors il le dit d'une façon très provocante et provocative parce qu'il aime provoquer dans ses écrits.